Nous réaffirmons notre attachement aux traités et conventions précédemment souscrits par l'État du Niger. Nous appelons l'opinion nationale et internationale à nous soutenir dans notre action patriotique pour sauver le Niger et sa population de la pauvreté, du mensonge et de la corruption. Nous demandons enfin à tous nos partenaires de faire confiance à notre armée qui est et demeure la garante de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et des intérêts supérieurs de notre nation. Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, en ces temps difficiles que nous traversons, nous savons pouvoir compter sur votre esprit de patriotisme pour que vive le Niger. Je vous remercie. Sur ces images, le nouvel homme fort du pays, le chef d'escadron Salou Djibo, que la majorité des Nigériens découvrent pour la toute première fois. C'est cet homme qui parle très peu, qui a fait parler l'artillerie de la CIA, la compagnie d'appui dont il avait les commandes. Outre les arrestations, les affrontements ont fait plusieurs morts et blessés dans les rangs des militaires. 2 jours après la prise du pouvoir par l'armée, nous nous rendons à la compagnie d'appui dans l'espoir de rencontrer le nouvel homme fort de Niamey. Le décor n'est pas habituel. 2 limousines garées brillent dans la cour. Plus loin, des militaires échangent en petits groupes sans perdre de vue leur objectif premier. Des hommes en armes montent la garde devant ce bâtiment. Ils ne disent pas un seul mot, mais sur leur regard, on peut lire « Accès interdit à toute personne étrangère ». À bon entendeur, salut. Le chef d'escadron Salou Djibo occupe toujours, 3 jours après sa prise de pouvoir, ses mêmes bureaux à la compagnie d'appui. Ici, nous passons presque toute la journée sans pouvoir le voir. 2 jours après, nous nous rendons au palais présidentiel, à la Villa Verte, où le nouvel homme fort du pays vient de déménager. Nous demandons à le rencontrer. Un militaire nous conduit chez ses supérieurs hiérarchiques devant la Villa Verte. Après quelques minutes d'échange, nous avons l'autorisation de rentrer voir le chef, juste pour filmer, pas d'interview. Enfin, nous voilà dans le petit bureau de Salou Djibo. Nous avons eu en tout et pour tout 25 secondes pour filmer. Les consignes sont strictes. Ce putsch était en gestation depuis décembre dernier. Il a été reporté à plusieurs reprises pour des raisons stratégiques. Au lendemain du coup d'État qui a mis fin au régime Tandja, la réponse des Nigériens ne s'est pas fait attendre. Ce coup d'État qui est intervenu dans un contexte de crise politique sans précédent a été salué par les adversaires du président dessus. Opposition et organisation de défense de la démocratie avaient le même leitmotiv. Autre constat. Au chef du MNSD Nassara, le parti du président dessus, c'est un autre son de cloche. Le dimanche 21 février, soit 3 jours après le coup d'État, plusieurs centaines de partisans du président dessus se sont retrouvés au chef de l'ancien parti au pouvoir pour donner leur lecture de la nouvelle situation politique dans le pays. Et des membres du gouvernement arbitrairement détenus par la junte. Arrivé à la tête de son pays en 1999 à l'issue d'élections jugées libres et transparentes par la communauté internationale, Mamadou Tandja, cet ancien colonel de l'armée, est réélu en 2004 pour un deuxième mandat de 5 ans, le dernier selon la Constitution. En 10 ans, il a réussi le pari d'imposer son pays, l'un des plus pauvres au monde, sur la scène internationale. À son arrivée au pouvoir, les caisses de l'État étaient presque vides, 600 millions de francs CFA en tout et pour tout, moins que le capital d'une entreprise viable. La dette extérieure du pays avoisinait le milliard et les fonctionnaires totalisaient 13 mois d'arriérés de salaire. Mal payés et non payés,
ils étaient en cessation de travail. De 600 millions en 1999, le budget de l'État est passé à plusieurs centaines de milliards en 10 ans. 731 milliards précisément en 2008. En 2008 surtout, le pays enregistre le plus fort taux de croissance dans l'espace UEMOA, 9%, presque du jamais vu dans ce pays, classé parmi les plus pauvres de la planète. La démocratie se porte bien, elle est même citée en exemple. Le pays amorce lentement le chemin du développement avec des investissements immenses dans plusieurs secteurs prioritaires. Sous le prétexte de vouloir achever ces grands chantiers et sous l'instigation de ses partisans, Mamadou Tandja annonce en mai 2009 sa volonté de modifier la Constitution pour prolonger de 3 années supplémentaires son deuxième et dernier mandat. Tous ces stratagèmes se heurtent à un refus catégorique des institutions de la République, lesquelles seront dissoutes les unes après les autres. 12 juin 2009, la Cour constitutionnelle rend l'arrêt devenu historique. Sous la conduite de sa présidente, Mme Salifou Fatimata Bazé, cette femme devenue symbole du refus des tripatouillages constitutionnels en Afrique, la Cour annule les décrets du président de la République en 2 termes qui se passent de tout commentaire. C'est une grande première dans l'histoire de la démocratie en Afrique. Le camp présidentiel n'a pas su lire entre les lignes. La présidente de la Cour constitutionnelle, Mme Bazé, avait déjà prévenu le président Tandja à l'occasion de la présentation des vœux du Nouvel An 2009, soit plusieurs mois avant que les velléités n'apparaissent au grand jour. Monsieur le Président de la République, l'année 2009 verra se dérouler successivement les élections locales et générales. Il s'agit assurément incertain. Toutes les médiations échouent face à l'intransigeance des 2 parties. C'est alors que les militaires jugent nécessaire de mettre fin à cette crise qui n'a que trop duré. Ce pays était dans une situation de blocage institutionnel. Comme vous le savez, il y a beaucoup de médiations, comme je le disais. Le chef d'escadron Salou Djibo a rencontré les forces vives de la nation. Partis politiques, sociétés civiles, syndicats, autorités coutumières et religieuses, ils étaient tous là, au grand complet, pour cette première rencontre avec le nouvel homme fort du pays. En prenant la parole devant ce parterre de personnes, l'homme a surpris à plus d'un titre. Salou Djibo a mis l'ensemble de la classe politique dans un même moule. La classe politique nigérienne dans son ensemble est comptable devant l'histoire des raisons qui ont motivé l'intervention des forces de défense et de sécurité le 18 février 2010. Quid du sort du président dessus? Il est toujours détenu dans une des villas du palais présidentiel. Ces derniers jours, plusieurs fidèles de l'ex-président ont été arrêtés à Niamey. Est-ce le début de la chasse aux sorcières? La junte leur reproche de mener des activités subversives et de vouloir saboter le processus de transition en cours. Mamadou Tandja sera-t-il traduit devant la justice? La question est sensible, très sensible. Pour les uns, il faut étudier le dossier avant de savoir le sort à lui réservé. D'autres, par contre, estiment qu'il ne revient pas au Conseil suprême pour la restauration de la démocratie de se prononcer sur la question, mais plutôt aux nouvelles autorités qui seront élues à l'issue de la transition. Quelques jours seulement après le coup d'État du 18 février, la communauté internationale a dépêché à Niamey des émissaires pour s'enquérir de la nouvelle donne politique. C'est ainsi que des délégations de l'Union africaine, des Nations unies, de la CEDEAO, de l'Union européenne et de l'UEMOA ont rencontré la classe politique nigérienne et le président du Conseil suprême pour la restauration diplomatique de charme. Des émissaires du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie ont sillonné plusieurs capitales africaines et Paris pour expliquer les raisons qui ont motivé le coup d'État et leurs priorités dans le cadre de la transition.
coup d'État semble une culture de l'armée nigérienne. Celui du 18 février dernier est le 4e depuis l'accession du pays à l'indépendance. En 1974, le général Séni Kountché inaugure le bal en renversant le père de l'indépendance, Diori Amani. Le vent de la démocratie souffle au début des années 90. Après les conférences nationales, Mahaman Ousmane est élu président en 1993. 3 années plus tard, en 1996, il est renversé par son chef d'état-major, le général Ibrahim Baré Maïna Sara. Le bail de ce dernier ne dure pas plus de 3 ans. En avril 1999, le général Baré tombe sous les balles assassines de Daouda Malamouanké. Depuis l'avènement de la démocratie, Mamadou Tandja est le seul chef d'État à avoir passé plus de 3 ans au pouvoir. Mieux, il a fait 10 ans à l'abri des guéguerres politiques dans un pays où la démocratie inspirait fierté. Tous les ingrédients étaient réunis pour qu'il entre dans l'histoire par la grande porte et de la plus belle des manières. L'ancien colonel de l'armée nigérienne aurait pu rester un monument en Afrique. Oui, le président Tandja aurait pu, si et seulement si les vendeurs d'illusions n'avaient pas eu raison de lui, s'ils n'avaient pas réussi à le convaincre qu'il était indispensable. Mais pour autant, faut-il dédouaner Mamadou Tandja? À mon humble avis, non. On reconnaît le bon prince à travers le choix des hommes, lesquels sont à son image et savent ce qu'il aime ou pas. Mais l'histoire n'est pas à refaire. Et on ne l'a fait qu'une seule fois, toute une vie. En tout état de cause, sur le continent noir où le respect des constitutions est la vertu la moins partagée, le coup d'État du 18 février dernier fait jurisprudence. Une jurisprudence qui invite les spécialistes des tripatouillages constitutionnels à plus de prudence. Plus qu'un coup d'État, c'est une leçon à tous les maîtres qui sont passés champions dans l'art de modifier pour rester encore et toujours au pouvoir, que l'ère des présidents à vie est bel et bien révolue. Après 50 ans d'indépendance, le continent berceau n'aspire qu'à la démocratie.